Au matin du 6 novembre 1956, un moment décisif de l'histoire géopolitique se joua. Harold Macmillan, le chancelier de l'échiquier britannique, décrocha son téléphone à Londres. À l'autre bout du fil se trouvait le gouvernement à Washington, DC. Le message qu'il reçut fut direct et dénué de toute courtoisie diplomatique. Le message était clair. La Grande-Bretagne devait retirer ses troupes d'Égypte immédiatement. S'il refusait, les États-Unis étaient trop prêts à liquider leurs massives réserves de livres sterling sur le marché libre, ce qui aurait virtuellement anéanti la valeur de la monnaie en un seul après-midi. Macmillan se trouva dans l'incapacité de s'opposer. Il ne le pouvait tout simplement pas. À ce moment précis, la Banque d'Angleterre perdait ses réserves de change à un rythme insoutenable. La livre sterling, qui avait régné comme monnaie de réserve dominante mondiale pendant plus d'un siècle, n'était plus qu'à 8 jours d'un effondrement total. C'est un constat bouleversant de réaliser qu'il n'a fallu que 8 jours pour démanteler l'Empire britannique, non pas des décennies ou des années de déclin progressif, mais 8 jours entre l'invasion initiale et une capitulation humiliante. L'arme utilisée pour y parvenir n'était ni une bombe atomique, ni une frappe militaire conventionnelle. C'était une attaque monétaire calculée. Avant d'explorer les profondeurs de ce récit, il est important de noter qu'il s'agit d'une analyse historique et non d'un conseil financier. Vous devriez toujours effectuer vos propres recherches indépendantes. Ceci est une chronique de ce qui se produit lorsque la principale monnaie de réserve mondiale perd sa couverture fondamentale. Cette succession d'événements a frappé la Grande-Bretagne, et la question pressante aujourd'hui est de savoir si un développement similaire se dessine actuellement pour les États-Unis. Pour saisir pleinement l'ampleur de ce que les Britanniques ont perdu, il faut d'abord comprendre l'immensité de ce qu'ils possédaient autrefois. En 1900, la livre sterling représentait plus de 60% de toutes les réserves de change mondiales, tandis que le dollar américain était à zéro. Plus de 60% de l'ensemble satin du commerce international s'effectuait en livres. La zone Taunton, la zone sterling, un vaste réseau de nations qui utilisaient la livre ou y indexaient leur propre monnaie, s'étendait sur tout le globe, de l'Australie et l'Inde jusqu'à Hong Kong et les Caraïbes. La force de la livre ne dérivait pas uniquement de l'or, elle était soutenue par l'immense portée de l'armée britannique. Des garnisons britanniques étaient stratégiquement positionnées de l'Égypte à Bahreïn et Singapour. Le canal de Suez était souvent qualifié de veine jugulaire de l'Empire britannique. Ces installations militaires servaient de garantie aux routes commerciales mondiales, et ces routes commerciales généraient à leur tour le commerce massif qui a établi la livre sterling comme monnaie mondiale. Sous cette façade de force se cachait toutefois une faiblesse structurelle fatale. Les avoirs étrangers en sterling liquide étaient 3 à 4 fois supérieurs aux réserves d'or réelles des Britanniques. Tant que les détenteurs internationaux ne réclamaient pas leur argent simultanément, le système restait fonctionnel. Mais au moment où la confiance mondiale s'est lézardée, les mathématiques sous-jacentes allaient devenir mortelles. La crise s'est finalement embrasée le 26 juillet 1956, lorsque le président égyptien Gamal Abdel Nasser a entrepris de nationaliser le canal de Suez. Il utilisa le nom Ferdinand de Lesseps, le constructeur originel du canal, comme nom de code secret pour que les forces armées égyptiennes prennent le contrôle de la voie d'eau. En réponse, la Grande-Bretagne, la France et Israël ont lancé une invasion militaire coordonnée. D'un point de vue purement tactique, l'opération fut un succès. Le canal fut pris avec succès. Les États-Unis poursuivaient toutefois des objectifs stratégiques totalement différents. Le président Dwight D. Eisenhower ordonna au secrétaire au Trésor George Humphrey de préparer une vente massive des avoirs américains en obligations d'État britanniques libellées en livres sterling. Cette mesure suffisait à elle seule à faire chuter la livre. Simultanément, Eisenhower bloqua l'accès de la Grande-Bretagne à ses droits de tirage auprès du Fonds monétaire international FMI. Sans accès à ces fonds, la Grande-Bretagne manquait de capitaux pour financer les importations vitales de pétrole et de denrées alimentaires nécessaires à sa survie. La Banque d'Angleterre continuait de se vider de son sang. Des recherches académiques de l'université Queen's estiment que les pertes pour la seule première semaine ont atteint 116 millions de dollars. À la mi-novembre, le total des pertes de réserves s'élevait à 400 millions de dollars. Les réserves de la Grande-Bretagne chutaient littéralement dans un gouffre sans fond. Macmillan fut contraint d'abandonner. Un cessez-le-feu fut déclaré le 6 novembre, exactement 8 jours après le début de l'invasion. Le prix d'un sauvetage financier ne fut rien de moins qu'une humiliation nationale totale. Le FMI finit par accorder un prêt d'1,1
3 milliards de dollars, mais celui-ci était assorti d'une condition non négociable, le retrait complet et immédiat de toutes les troupes d'Égypte. Cela signifiait que chaque soldat, chaque char et chaque navire devait partir. Le Premier ministre Anthony Eden, brisé par la crise, démissionna en janvier. Bien que la livre ait réussi à survivre à son taux de change précédent, elle était fondamentalement sous assistance respiratoire, un état qui ne durerait pas éternellement. C'est ici que le récit historique devient d'une importance cruciale pour les Américains d'aujourd'hui. Ce qui suivit ne fut pas un effondrement soudain et explosif, mais plutôt une lente hémorragie qui dura toute une génération. Ce processus a piégé les citoyens britanniques ordinaires et les épargnants dans une monnaie dépréciée, sans option de sortie viable. Un détail critique, souvent négligé, est que la Grande-Bretagne a maintenu des contrôles de change stricts de 1939 à 1979, une période de 40 ans. Durant cette période, il était légalement interdit aux citoyens ordinaires de retirer leur patrimoine de la livre sterling. Ils ne pouvaient pas légalement acheter de francs suisses. Ils ne pouvaient pas ouvrir de comptes bancaires à l'étranger. Et il leur était interdit d'acheter de l'or à l'étranger. Ils étaient effectivement enfermés dans une monnaie mourante. Le 18 novembre 1967, le gouvernement d'Harold Wilson dévalua la livre du jour au lendemain. Wilson est célèbre pour être apparu à la télévision pour assurer au public que la livre dans votre poche n'avait pas été dévaluée. C'était un mensonge éhonté, et le public le savait. 2 mois plus tard, Wilson annonçait un retrait militaire complet de toutes les bases à l'est de Suez, y compris en Malaisie, à Singapour et dans le golfe Persique. En 1971, le retrait était achevé, et le statut de puissance mondiale de la Grande-Bretagne était de fait terminé. Pour les épargnants britanniques, les conséquences furent dévastatrices. L'inflation commença comme un processus rampant avant de s'accélérer brusquement. En 1974, l'inflation atteignit 16% et en 1975, un sommet de 24%. En une seule année, un quart du pouvoir d'achat d'un citoyen s'était tout simplement évaporé. Entre 1956 et 1975, la livre britannique a perdu environ 60% de sa valeur totale. Le choc pétrolier de 1973 a considérablement aggravé la situation. La Grande-Bretagne ayant récemment abandonné sa présence militaire dans le Golfe, elle ne possédait plus de levier, ni de base pour influencer la situation. Les prix du pétrole quadruplèrent. Les mineurs nationaux se mirent en grève, ce qui amena le Premier ministre Edward Heath à instaurer une semaine obligatoire de 3 jours. Les usines fonctionnaient pendant 3 jours et restaient comme sombres pendant 4 jours. Tandis que les lumières s'éteignaient dans toute la Grande-Bretagne, la valeur de la livre continuait de s'éteindre. L'or aurait pu servir de refuge à ces épargnants. Le prix de l'or en livres sterling est passé d'environ 12,50 livres, l'once à plus de 360 livres, en 1980. Cependant, en raison des contrôles de change stricts, il était légalement interdit à la plupart des citoyens d'acheter de l'or à l'échelle internationale. Ils étaient forcés de regarder leurs économies d'une vie fondre. C'était leur seule réalité. Tandis que les riches trouvaient des échappatoires en utilisant des avoirs étrangers préexistants, des trusts offshore dans les îles anglo-normandes ou des relations bancaires suisses, l'épargnant moyen, le retraité, l'enseignant et l'ouvrier n'avaient aucune option de ce genre. Ils restèrent piégés dans une monnaie en dépréciation pour le reste de leur vie d'adulte. Nous devons maintenant examiner comment le dollar américain s'est élevé pour remplacer la livre sterling. Le 14 février 1945, alors qu'il rentrait de la conférence de Yalta et à seulement quelques semaines de sa mort, le président Franklin D. Roosevelt rencontra le roi Ibn Saoud à bord de l'USS Quincy. Le roi n'avait jamais quitté la péninsule arabique auparavant. L'accord qu'ils conclurent était sans équivoque. Protection militaire américaine contre un accès garanti au pétrole. Pendant 3 décennies, l'or a servi d'encre au dollar, au cours de 35 $ l'once. Mais en 1971, le président Richard Nixon brisa cette encre, et le dollar eut besoin d'un nouveau fondement. En 1974, Henry Kissinger négocia l'accord du pétrodollar avec l'Arabie saoudite. L'accord prévoyait que le pétrole soit exclusivement libellé en dollars et que les revenus excédentaires soient réinvestis dans des obligations du Trésor américain. En échange,
L'Amérique fournissait des armes et une sécurité régionale. En 1975, chaque nation de l'OPEP avait accepté de libeller son pétrole en dollars. Le dollar américain n'était plus couvert par l'or. Il était désormais couvert par le pétrole et la puissance militaire qui protégeait ce pétrole. C'est précisément ce système qui fait actuellement face à une menace existentielle. Ce mois-ci, la dette nationale américaine a franchi la barre des 39 billions de dollars, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis. Les paiements d'intérêts sur cette dette dépassent l'ensemble des dépenses de défense. La part du dollar dans les réserves mondiales est en déclin constant depuis 2 décennies. Les banques centrales du monde entier achètent actuellement de l'or à un rythme jamais vu depuis des générations, et l'Arabie saoudite a récemment rejoint le bloc des BRICS. Il existe un détail spécifique qui relie cette histoire à notre moment présent. Dans le climat géopolitique actuel, l'Iran autorise le passage de pétroliers chinois et indiens par le détroit d'Ormuz tout en bloquant les navires occidentaux. Il ne s'agit pas d'un blocus traditionnel, c'est un filtre. Un système énergétique à 2 vitesses émerge en temps réel, un système qui contourne complètement la garantie de sécurité américaine. Les États du Golfe observent ce changement et commencent à poser la question qui change tout. Si les États-Unis ne peuvent plus protéger le flux de pétrole, pourquoi ce pétrole devrait-il continuer à être libellé en dollars ? L'histoire offre un modèle clair de la façon dont les monnaies de réserve déclinent, et le processus se déroule rarement comme les gens s'y attendent. Le dollar d'argent espagnol a mis plus de 150 ans à décliner. Le florin néerlandais a dominé pendant 2 siècles avant que la Banque d'Amsterdam ne s'effondre après une panique bancaire consécutive à la 4e guerre anglo-néerlandaise. Le déclin de la livre sterling britannique a duré environ 70 ans. Depuis l'époque où les États-Unis ont dépassé économiquement la Grande-Bretagne dans les années 1870 jusqu'à la nette dominance du dollar dans les années 1950. Le modèle est constant. Les transitions des monnaies de réserve s'étendent sur des décennies. Et souvent, plusieurs monnaies coexistent au sommet pendant de longues périodes. De plus, on dit presque toujours aux personnes qui vivent ces transitions que le changement n'a pas réellement lieu. Tout comme Harold Wilson a dit au public britannique que la livre dans leur poche allait bien, alors que ce n'était manifestement pas le cas, les chefs d'État modernes offrent des assurances similaires. Actuellement, il n'existe aucune monnaie unique capable de remplacer immédiatement le dollar. Le yuan chinois est entravé par des contrôles de capitaux, l'euro fait face à de profonds problèmes structurels et une monnaie unique des BRICS n'existe pas encore. Le dollar ne disparaîtra pas demain. Pourtant, la livre n'a pas disparu non plus du jour au lendemain. Elle a connu une mort lente sur 30 ans. Pendant ces 3 décennies, chaque épargnant britannique qui a placé sa confiance dans le système a perdu la majeure partie de son pouvoir d'achat. Ceux qui ont reconnu le changement tôt et ont réorienté leur patrimoine vers l'or, l'immobilier ou des actifs étrangers sont ceux qui ont préservé ce qu'ils avaient. Le mécanisme sous-jacent de la dévaluation monétaire reste le même. Seule la monnaie elle-même a changé. La question fondamentale reste identique. Pensez aux millions de personnes comme Margaret, qui a gardé ses économies en livres parce qu'elle faisait confiance à son gouvernement. Les contrôles de change l'ont maintenue prisonnière d'une monnaie en dépréciation pendant 23 ans. Lorsque Margaret Thatcher a finalement levé ses contrôles, 60% du pouvoir d'achat de Margaret avait été effacé. Personne ne l'a techniquement volé. L'inflation l'a simplement consumé pendant que le gouvernement maintenait la façade que tout allait bien. Les gouvernements n'émettent pas d'avertissement avant de dévaluer les économies de votre vie. Ils procèdent simplement à la dévaluation, puis affirment au public qu'elle n'a jamais eu lieu. Si cette perspective historique a changé votre regard sur la stabilité de la finance moderne et les risques cachés de votre propre portefeuille, vous devez rester informé. Nous nous consacrons à révéler l'histoire que les puissants ont tenté d'enterrer. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour nous rejoindre dans la mise au jour de la vérité et nous préparer à l'avenir. Le prochain chapitre de ce trésor mondial sera bientôt révélé, ne le manquez pas.